Je me suis dit, bah, flemme, je vais faire un docu. Parce que je pensais que ce serait facile. Je me suis bien trompé, parce que j'ai vraiment galéré. Mais par contre, j'ai adoré ça. Le reportage est un programme de flux, alors que le documentaire est un programme de stock, une œuvre de création. Donc en gros, le reportage est commandé suite à une actualité et il sera sûrement diffusé immédiatement après son tournage, mais il sera plus réutilisable dans le temps. Alors que le documentaire, lui, est lié à une thématique, une question et surtout à un personnage, et du coup il sera réutilisable à l'infini. Donc en fait, la différence majeure que je fais aujourd'hui entre un reportage et un documentaire, c'est la question de la subjectivité. Je t'explique. En fait, un reportage, il va t'apporter des réponses, souvent en accord avec une ligne éditoriale. A l'inverse, le documentaire, lui, il soulève des questions en accord avec la parole du personnage et la vision de l'auteur. Donc en gros, le reportage informe et le documentaire témoigne. Je suis trop content de parler de ce sujet aujourd'hui. En fait, j'ai une relation un peu bizarre, un peu conflictuelle avec le documentaire. Quand j'ai commencé la réalisation, j'étais vraiment à fond dans la fiction, il y avait que ça qui m'intéressait. Et en fait, je suis tombé dessus complètement par dépit. Au cours de mes études, j'étais arrivé à un moment où j'étais vraiment fatigué, en panne d'inspiration. Et en fait, je me suis dit, bah, flemme, je vais faire un docu. Parce que je pensais que ce serait facile. Déjà, je peux vous dire que je me suis bien trompé, parce que j'ai vraiment galéré, mais par contre, j'ai adoré ça. Je me suis découvert une vraie passion pour le documentaire, et surtout pour l'écriture de documentaires. Tout documentaire a son point de départ. Ça peut être une histoire, un personnage, une thématique, mais peu importe, on commence toujours avec deux questions, un quoi et un pourquoi. Le quoi, c'est ton histoire, l'histoire des personnages, quels sont leurs enjeux, quels sont leurs conflits, ta narration, ce que tu vas raconter. Et le pourquoi, c'est ce qui fait que toi et toi seul, tu es capable de raconter cette histoire. C'est ta connexion personnelle, ta connexion émotionnelle avec cette histoire, cette thématique, les questions que tu poses et surtout avec l'histoire de ton personnage. C'est donc le personnage et sa parole qui incarnent l'histoire et le réalisateur la raconte à sa manière. Donc en gros, pour trouver ta question, il te faut une thématique qui t'intéresse et un personnage pour l'incarner. Mais pour illustrer tout ça, on va s'appuyer sur un petit doc qu'on a improvisé l'année dernière avec mon pote Rémi. Alors, pourquoi Digno? Il y a un conflit vraiment super intéressant en lui. Donc c'est un danseur professionnel qui déborde d'énergie et son job, c'est littéralement de divertir les gens en bougeant en rythme. Et pourtant, il est convaincu que ce qui lui permet de trouver cette énergie, de faire son travail, c'est la spiritualité, c'est la méditation, c'est sa philosophie de vie. Et c'est ça que je trouvais super intéressant. En fait, il incarne le calme avant la tempête. Et c'est exactement ça que je voulais aller creuser, c'est ça qui m'intéressait. En gros, l'idée avec ce projet, c'était de vraiment pouvoir s'exercer à aller très vite. On n'avait que 2 ou 3 heures pour tout filmer, donc il fallait être super réactif. Donc j'avais pas vraiment de sujet précis. La seule chose que je savais, c'est qu'on allait arriver et que j'allais lui poser cette question. En quoi est-ce que la spiritualité influence ta vie d'athlète? Et là, je le laisse me répondre. J'écoute jusqu'à ce qu'il me dise ça. La vie devient beaucoup plus légère, beaucoup plus souple, avec un flow beaucoup plus... on arrive beaucoup plus à comprendre les situations qui arrivent. Et là, j'ai tout de suite cliqué en fait. J'ai compris que le docu, il était là. La question, ce serait, c'est quoi le flow? Et tout est parti de là. Et là, un peu comme avec une pelote de laine, j'ai tiré le fil pour trouver le sujet et écrire l'histoire du docu. Mais c'est là que tu vois à quel point c'est important d'avoir une écoute ultra attentive et active de ton sujet. Parce qu'à mesure que Digno me parlait, dans ma tête, je dressais une liste de plans essentiels dont j'avais besoin pour ma narration visuelle. C'est pas facile, mais ça te permet vraiment en fait de comprendre quels sont tes plans essentiels et de quoi tu as besoin pour raconter ton histoire. Le personnage fait l'histoire et le réal la raconte à sa manière. Donc maintenant, je te propose qu'on aille voir le docu et que je te présente un peu les choix de mise en scène qu'on a fait avec mon pote Rémi. Donc petite précision technique, tout a été tourné avec la Canon C70 et le 24-70 RF 2.8, mais on a aussi utilisé ces deux petits bijoux. Le Mir 1B qui est un 35 mm, c'est l'édition 1958, qui a été modé pour avoir un bokeh anamorphique, une optique juste incroyable, et un 55 mm, le Helios, un grand classique, qui lui aussi a été modé pour avoir un bokeh anamorphique. Ok, let's go! Voilà, alors déjà premier plan, tu peux remarquer que là on est en caméra épaule et ce sera le cas pour tout le documentaire. En fait j'aime beaucoup la caméra épaule pour ce côté humain, très intimiste qu'elle donne. À caméra épaule on sent le poids de l'opérateur, le poids de la personne qui tient la caméra et je trouve que ça humanise vachement notre image et j'avais vraiment envie que le spectateur se sente projeté en fait dans l'univers de Digno, dans l'univers de notre personnage. Ouvrir avec ce plan pour nous ça faisait sens. La symbolique de l'eau pour nous ça évoquait le calme mais aussi la tempête bien sûr, et donc ça correspondait bien au personnage. La source aussi, Digno nous a beaucoup parlé de la source pendant l'entretien. Voilà, un plan
très fort en symbolique pour nous. Donc ça semblait intéressant de le mettre dès l'ouverture. Le flow, c'est être en connexion. On voulait que le spectateur soit en fait témoin de cette connexion dont il est en train de parler, un peu de témoin privilégié de ce moment, flirter presque avec le voyeurisme. On a toutes ces lignes qui viennent converger vers le personnage, donc notre œil est tout de suite attiré vers le personnage. En plus, on a ce très fort contraste de couleurs. Lui, habillé tout en noir sur ce ciel, on a ces roches qui viennent former un espèce d'autel en fait, qui sacralise encore plus son effort de méditation. Donc on le trouvait plutôt cool graphiquement, mais aussi dans la symbolique, dans ce qui représentait. Et je pense qu'on comprend ce avec quoi le personnage est en connexion. En connexion avec soi-même, être en accord. On peut dire même cet état d'unité, d'en faire qu'un en fait. Je retrouve beaucoup la plupart du temps quand je suis en train de danser, mais on la retrouve à chaque instant aussi. On a fait beaucoup de plans moyens et de gros plans sur ses pieds parce que pendant toute la discussion, il nous a plusieurs fois répété à quel point l'ancrage était important pour lui. L'ancrage, que ce soit temporel, donc dans le moment présent, mais aussi physiquement, en fait, ressentir le sol. Il nous a expliqué que c'était quelque chose qui était essentiel dans sa préparation physique et mentale en tant qu'athlète. Donc là, on a un petit match cut entre les pieds de Digno en train de danser et son pied qui vient vraiment se poser, s'ancrer sur la roche. Donc visuellement représenter que l'un ne va pas sans l'autre. Mais on la retrouve à chaque instant aussi. C'est quelque chose qui est dans nous, avec nous à tout temps. Et c'est à nous aussi de pouvoir calmer tous ces bruits externes pour rencontrer cette source à tout moment. Donc ici, on a vraiment visuellement l'eau, donc illustration de la source, qui vient calmer le sable, en fait, qui vient l'aplanir. Je pense que c'est un état de reconnaissance, de gratitude. Et donc là, première fois qu'on découvre le visage de Digno. On a tardé à montrer son visage pour deux raisons. En fait, si on t'avait montré le visage de Digno dès le début du documentaire, tu aurais tout de suite identifié son discours à ce personnage. On voulait créer un message universel, en fait. On avait envie que cette histoire, tout le monde puisse s'identifier. Et en fait, si on avait tout de suite montré son visage, cette identification, elle aurait été beaucoup plus compliquée. Tu aurais tout de suite associé ce propos-là à Digno et tu t'en serais un petit peu distancé en tant que spectateur. Mais la deuxième chose aussi, c'est qu'il y a un adage qui dit save your close-ups en anglais, donc littéralement sauvegarde tes gros plans pour les moments les plus puissants en termes de dramaturgie. Et pour ça, du coup, on a choisi ce plan taille en contre-plongée ici. Pourquoi la contre-plongée? Je trouve que c'est le meilleur moyen d'iconiser un personnage parce que forcément, il paraît encore plus imposant, encore plus grand. Et on avait envie un petit peu d'iconiser ce personnage à ce moment-là. Donc, contre-plongée, toujours efficace pour iconiser. Aussi super important, premier regard cam du docu. Le regard cam, c'est un outil de narration de fou. C'est presque comme s'il s'adressait à toi, en fait. Il te dit, voilà mon histoire, et toi, qu'est-ce que t'en fais de tout ça? Il te prend vraiment à témoin, il prend le spectateur à témoin. Là est vraiment l'intérêt du regard cam, en fait, d'aller vraiment chercher le spectateur. La place de la méditation, pour moi, une énorme place. C'est très important, bien sûr, d'avoir des corps physiques en forme, d'avoir ces mouvements pour faire une compétition ou un spectacle. Mais si on n'arrive pas à contrôler ses côtés émotionnels, on peut chuter à n'importe quel moment. Ok, là, petit montage parallèle, son échauffement, sa préparation physique, et son échauffement, sa préparation mentale. Il a besoin de l'un comme de l'autre. Donc on trouvait que ce montage parallèle montrait vraiment bien le lien entre les deux parties de sa personnalité, mais aussi leur complémentarité. Mais si on n'arrive pas à contrôler ses côtés émotionnels, on peut chuter à n'importe quel moment. Je pense que si on arrive à appliquer ce genre de choses, que ce soit dans notre métier, dans la vie autant que sportive, la vie devient beaucoup plus légère, beaucoup plus souple. Je pense que tout ce qui nous définit, ça nous limite. C'est une barrière et je préfère pas avoir de limites. Mais je pourrais me dire qu'un éternel apprenti qui a toujours à apprendre quelque chose.
c'est qu'un bout de chemin. J'ai hâte de le parcourir chaque jour qui passe, quoi. Alors, petite précision technique, on a décidé de tout shooter en 60p et c'est pas vraiment quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais ce choix était motivé par deux raisons. La première, c'est que vu le propos du documentaire, on savait qu'on allait utiliser pas mal de slow motion, pas mal de ralenti. On voulait vraiment poser le rythme, avoir quelque chose d'assez contemplatif pour illustrer cette partie de son personnage. Mais le 60p, remis sur une timeline en 24 images par seconde, donc remis en vitesse réelle, il apporte un côté très dynamique à l'image, étant donné que le flou de mouvement est réduit, et les mouvements sont presque un petit peu saccadés. On s'est dit que ça rendrait super bien sur les séquences de danse, on savait qu'on les voulait en vitesse réelle, donc on s'est dit let's go, on shoot tout en 60p. Alors tu auras peut-être remarqué qu'on a été assez léger pour ce qui est du sound design, et d'ailleurs j'en profite pour remercier Sergio qui a sound designé et mixé ce projet. Allez voir son Insta, ça fait toujours plaisir. En fait, on voulait vraiment revenir à la source de ce qu'était un documentaire, à savoir un témoignage oral en fait. Et on voulait vraiment que la voix de Digno soit au centre de tout. Et je pense qu'on parlera un peu de l'importance narrative du sound design dans une prochaine vidéo. Donc en fait, ce qui nous a permis de capturer autant d'images, c'est qu'on a été réactif et qu'au moment où Digno nous a emmenés sur le lieu, on a quand même pris 5 à 10 minutes pour bien repérer et bien réfléchir à où est-ce qu'on allait mettre en scène chaque séquence. Voilà comment on a improvisé ce portrait docu. Alors bien sûr, la méthode est très spécifique à ce projet-là, et dans la mesure du possible, on essaiera toujours d'être le plus préparé possible, d'avoir notre shotlist, notre découpage, un script en amont. Mais comme on l'a dit en intro de vidéo, tout ça est très subjectif et le documentaire sera toujours le reflet de la vision d'un auteur. En réalité, un docu, ça se pense en pré-production et ça s'écrit au montage. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire.